Pendant 4 ans durant la Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne a organisé une guerre secrète en France. Au cœur de ce combat, une femme, Vera Atkins. Elle était intelligente, méticuleuse et dévouée à la cause alliée. Vera Atkins était brillante. Elle dirigeait un groupe unique au sein des renseignements britanniques, celui des espionnes. Elles étaient chargées de harceler les Allemands en France par des opérations de sabotage et de résistance. À la fin de la guerre, Vera Atkins s'est même lancée à la recherche des espions portés disparus. Elle a traqué les nazis qui ont nui aux agents de son service. Vera Atkins est devenue une héroïne nationale. Mais Vera Atkins n'est pas dénuée de reproches. Cette espionne méticuleuse porte une responsabilité dans plusieurs débâcles qui ont marqué l'espionnage britannique. Ce documentaire essaie de découvrir pourquoi. Vera Atkins n'était-elle pas aussi brillante que l'histoire le dit? Ou bien a-t-elle envoyé intentionnellement des espionnes à une mort certaine pour un sombre secret? Juillet 1940, la Seconde Guerre mondiale a commencé depuis peu. La Grande-Bretagne se retrouve seule face à l'Allemagne nazie. La France a capitulé 6 semaines après l'invasion des troupes hitlériennes. Winston Churchill, le Premier ministre britannique, est résolu à riposter. Il monte un plan pour donner les moyens à l'Europe de s'affranchir du joug allemand. Vera Atkins deviendra un acteur important de ce plan. À 33 ans, Vera Atkins est secrétaire et n'a aucune expérience militaire. Mais elle se fait remarquer par un service spécial, le SOE, la Direction des opérations spéciales. C'est l'arme secrète imaginée par Churchill. Le SOE est un nouveau service de renseignement destiné à agir clandestinement dans les pays occupés par les Allemands pour y semer la pagaille. Les agents doivent commettre des actes de sabotage. Ils doivent organiser la résistance et semer le chaos. Churchill demande au SOE d'initier une période de terreur afin que l'occupant allemand ne se sente plus en sécurité. Le SOE est un club prestigieux au sein de la machine de guerre britannique. Atkins se voit offrir l'occasion de rejoindre le SOE. Au QG du SOE, dans la Baker Street, les responsables ne sont pas peu fiers du processus de sélection. Pourquoi nous avoir choisis? Ce n'est pas le fait du hasard. Nous faisons des recherches approfondies pour recruter nos agents. Vera Atkins semble une candidate parfaite. La journaliste Sarah Helm a passé 7 ans à étudier la vie de Vera Atkins pour rédiger sa biographie. C'était une femme qui poursuivait ses objectifs jusqu'au bout. Elle débordait d'énergie. Elle faisait entièrement confiance en son jugement. Elle réalisait beaucoup de choses. Vera Atkins passe haut la main à la sélection. En avril 1941, elle devient secrétaire de la section F du SOE. Operations room. Oh, good. Just a minute. Officer tonight through.
La section F est le service le plus grand et le plus important du SOE. Cette section prend en charge les opérations en France. La section F est dirigée par Maurice Buckmaster, un homme d'affaires âgé de 41 ans. Le profil de Maurice Buckmaster est typique au SOE. Bon nombre de ses agents n'ont aucune expérience militaire, mais viennent de familles aisées. Il a fait ses études au prestigieux collège privé d'Eton. Il a appris le français en faisant le tour de la France à vélo. Buckmaster est charmant et affable, mais il manque de perspicacité pour travailler dans les renseignements. Le charme ne suffit pas pour faire un bon commandant. Et il n'avait que ça, du charme. Il n'était pas particulièrement futé non plus. Il n'était pas aussi brillant que les Allemands qu'il combattait en France. Vera Atkins se rend rapidement compte qu'elle doit combler les lacunes de Buckmaster. Elle était extrêmement méticuleuse, alors que Buckmaster, son chef, était l'opposé. Il était très sommaire. Il ne se préoccupait pas du tout des détails, alors que c'était vital. C'est là où Vera intervenait. Vera est aussi méticuleuse pour ses habitudes quotidiennes. Elle utilisait tous les jours le même taxi avec le même chauffeur. Et il était ponctuel. Il y avait peu d'agents du SOE qui arrivaient tous les matins dans un taxi noir. Aucun détail n'échappe à la vigilance de Vera Atkins. Elle faisait en sorte de savoir tout ce qui se passait dans les bureaux, afin de ne jamais être prise en défaut. Vera est aussi d'une discrétion inouïe. Elle raconte à son entourage qu'elle a un travail très ennuyeux au SOE. Sa mère était convaincue qu'elle avait une relation avec un homme marié. Un matin, elle lui a dit « J'espère qu'à la fin de la guerre, il fera de toi une femme honnête ». Vera ne l'a pas contredite. En 1942, Vera Atkins est un rouage crucial de la section F. Un jour, elle a l'opportunité de jouer un rôle plus important. En France, les Allemands malmènent les opérations de la section F. Les agents du SOE ont de plus en plus de mal à se déplacer dans le pays. Les hommes sont souvent fouillés. Les agents risquent plus facilement de se faire arrêter. Le SOE trouve une parade qui suscite la controverse. Envoyer des femmes derrière les lignes ennemies. Elles serviront comme opératrices radio et messagères. Au siège du gouvernement, c'est l'indignation. Les femmes n'ont pas le droit de se battre avec des armes et ne sont pas protégées par les conventions sur la guerre. Vera ne voit pas les choses de cette façon. Vera trouvait parfaitement normal que les femmes s'impliquent dans la guerre. Elle trouvait ça parfaitement logique. Et elle était convaincue que les femmes étaient aussi capables que les hommes. Elle n'en doutait pas un seul instant. Vera Atkins demande à son chef de la nommer responsable des agents féminins de la section F. Maurice Buckmaster accepte. La section F engage des femmes à tour de bras. Yvonne Baisen sert dans les forces féminines auxiliaires de l'aviation. Elle a juste 20 ans lorsque le SOE la sollicite. Je n'avais jamais entendu parler du SOE. Un jour, j'ai été contactée par un officier de l'Air Force qui m'a dit « J'ai appris que vous étiez bilingue. Cela vous dirait de faire un autre travail pour lequel vous parleriez aussi français ?» J'ai répondu que ce serait merveilleux.
Voilà comment ça a commencé. Vera Atkins fait partie des agents du SOE qui interrogent Yvonne. C'était une intellectuelle. Elle était plus âgée que moi. Je ne savais pas pourquoi elle me posait toutes ces questions. Mais j'y répondais, car j'étais envoyée par mon unité. Voilà comment j'ai rencontré Vera Atkins. Les hommes et les femmes sélectionnés sont soumis à un entraînement intensif. Ils doivent acquérir les aptitudes pour mener une guerre clandestine. Sauter en parachute. Se battre à main nue. Savoir manier des explosifs. Être adroit au tir. On m'a appris tout ce qu'un combattant devait savoir. On faisait tout sans réfléchir. On faisait absolument tout ce qu'on nous demandait de faire. C'était comme ça durant la guerre. Vera est chargée de suivre les différentes étapes de la formation des femmes agents. Elle décide aussi de tout savoir sur elles. Elle connaissait tous ses agents, d'où elles venaient, où elles vivaient et lesquels avaient besoin d'argent. Toutes ces femmes avaient une confiance aveugle en elles parce que Vera les prenait vraiment sous son aile. Elle connaissait les moindres détails de leur vie. Ça lui permettait aussi de mieux discerner les candidates les plus aptes pour ce boulot. Pour assurer le succès de leur mission, les agents doivent intégrer à la perfection leur identité d'emprunt. Plusieurs employés sont chargés de définir ces identités, mais c'est Vera qui effectue le test final. C'est elle qui vérifiait que les agents n'avaient pas un paquet de cigarettes anglaises en poche, ou un vêtement avec une étiquette anglaise, ou des chaussures achetées à St. James. Il fallait que leur personnage français soit irréprochable. Les femmes formées par Atkins s'envolent pour la France depuis des aérodromes du sud de l'Angleterre. Et Vera vient toujours leur dire au revoir. La présence de Vera était très rassurante pour les femmes qui partaient en mission. Elle rayonnait une telle confiance, mais les filles n'ont jamais dit qu'elle était une sorte de mère pour elle. Cela dit, il y avait quelque chose de maternel chez elle, car elle prenait soin de ces jeunes femmes. En 1987, Vera Atkins a été interviewée pour le Musée impérial de la guerre. Celle qui éprouvait le plus grand stress, c'était celle qui leur disait au revoir. Je réalisais qu'elle partait pour une mission dangereuse. C'était peut-être la dernière fois qu'elle voyait cette jolie campagne, alors que moi, je restais en sécurité. On était vraiment sous pression à l'époque. C'est comme ça que je le ressentais. Un an plus tard, 11 femmes travaillent pour Atkins derrière les lignes ennemies. Et elles font du bon boulot. André Borel, une ouvrière née dans les faubourgs de Paris, est une des meilleures messagères des résistants. Yvonne Rudlat parcourt des centaines de kilomètres à vélo pour livrer des messages. Elle participe aussi au sabotage d'une ligne électrique de 300 000 volts près d'Orléans. De retour à Londres, Vera Atkins suit les opérations de chaque agent dans les moindres détails. Elle passe de très longues heures au bureau pour veiller sur ses agents qu'elle appelle « mes filles ». Toutefois, au cours du printemps 1943, des événements plongent Vera Atkins dans une tourmente. Ce
Selon certains rapports qui arrivent de France, la section F a de sérieux ennuis. L'agent Francis Suttill est responsable d'un réseau de résistants appelé Prosper. Prosper est alors un des réseaux les plus grands et les plus efficaces opérant en France. Suttill annonce à Londres qu'il pense que le réseau est infiltré par des espions allemands. 2 de ses meilleurs agents locaux ont été faits prisonniers. Suttill reproche aux responsables de la section F d'agir de façon irresponsable. Les planques sûres et les boîtes à lettres ne sont pas utilisées selon les règles. Selon votre conception, une boîte aux lettres serait un lieu où un agent, le plus souvent couvert de boue et portant une grosse valise, peut se pointer à une heure indue. Maurice Buckmaster impute les craintes de l'agent au stress et à la fatigue. Il choisit d'ignorer cette mise en garde. Au début, personne ne s'attendait à ce qu'il y ait autant d'agents capturés. Toutes les opérations étaient gérées avec une arrogance extraordinaire. Et l'ignorance, mêlée à la bravoure, était un cocktail mortel. Vera Atkins est au courant des mêmes informations et devrait comprendre leurs implications. D'autant que le réseau Prosper, composé de centaines de membres, compte aussi plusieurs de ses agents. Parmi lesquels André Borel, Cécilie Lefort, Diane Rowden et Yvonne Rudelat. Si, comme le suggère Suttill, le réseau est infiltré par les Allemands, Vera Atkins doit faire revenir ses agents en Angleterre. Mais Atkins et Buckmaster ne font rien. Pour eux, les opérations se poursuivent comme d'habitude. Ils commettent ainsi une erreur fatale. Le réseau Prosper a en effet été infiltré. Des centaines de membres sont capturés et jetés en prison par les Allemands. 2 mois après avoir envoyé sa mise en garde, Suttill est arrêté à son tour. Les 5 femmes du SOE travaillant pour le réseau sont également capturées. Mais la section F continue d'accumuler les bourdes. Le 7 juillet 1943, elle reçoit un message en provenance de la résistance française. Gilbert Norman est l'opérateur radio de Suttill. C'est un agent très expérimenté. Mais son message devrait susciter la méfiance. Tous les messages envoyés par les agents doivent contenir 2 codes de sécurité sous la forme d'une faute d'orthographe convenue à l'avance. Si le code de sécurité manque, cela signifie que l'agent est capturé ou compromis. Dans les messages de Gilbert Norman, le code de sécurité fait défaut. Au QG de la section F, Buckmaster reçoit le message. Il constate que le code de sécurité manque. Mais il passe outre la procédure et renvoie une réponse sèche. Vous avez oublié votre code de sécurité. Soyez vigilant la prochaine fois. La réaction de Vera Atkins est encore plus déconcertante. Elle soutient la décision de Buckmaster. Pourquoi cette femme aussi méticuleuse ne remet-elle pas en cause cette erreur? Se peut-il qu'elle n'ait pas lu le message?
La section F en reçoit en permanence des milliers. Ça semble très peu probable. Elle doit l'avoir lu. Si elle ne l'a pas vu le jour même pour cause d'absence, elle a certainement dû le lire le lendemain. A-t-elle lu le message sans voir le tampon indiquant l'absence du code de sécurité? Ça semble encore plus improbable pour quelqu'un d'aussi méticuleux. Le tampon aurait dû éveiller ses soupçons. Elle aurait aussitôt compris les implications. Peut-être a-t-elle simplement obéi aux ordres de ses supérieurs. Elle évolue dans un monde dominé par les hommes. Et son grade n'est pas élevé. Mais Vera n'est pas du genre à se soumettre à ces règles. Un de ses supérieurs écrit dans son dossier « Elle est peu incline à accepter les ordres sans discuter. Il faut toujours mettre des gants. » Pourquoi cette femme, connue pour son souci du détail et sa vigilance, ne réagit-elle pas? Il y a peut-être une autre réponse pour expliquer le comportement inhabituel de Vera Atkins. Elle n'est pas tout à fait la personne pour laquelle elle se fait passer. Son vrai nom n'est pas Vera Atkins. Elle s'appelle Vera May Rosenberg. C'est une réfugiée roumaine. Fille d'un juif allemand, Vera a vu le jour dans la ville portuaire de Galați, où son père possédait une compagnie de transport naval très lucrative. Sa mère était une Sud-Africaine née Hilda Atkins. Elle a confié l'éducation de ses enfants à des nounous anglaises. Vera a vécu dans le luxe, non loin de Bucarest. Dans les années 1930, le fascisme a pris de plus en plus d'ampleur en Roumanie. La Garde de fer, un mouvement ultranationaliste et antisémite, veut prendre le pouvoir en Roumanie. En 1937, alors que Vera a 29 ans, elle a fui avec sa mère en Angleterre. Deux ans plus tard, la Seconde Guerre mondiale éclatait. À la fin de l'année 1940, la Roumanie s'alliait à l'Allemagne. Bien qu'elle soit éduquée à l'anglaise, Vera est donc citoyenne d'un pays ennemi. Pour Vera Atkins, il était vital de cacher le fait qu'elle était une juive née en Roumanie. Durant la moitié de la guerre, elle était une ennemie potentielle de la Grande-Bretagne et elle travaillait pour un service hautement sensible. Si Vera avoue être une ressortissante d'un pays ennemi, elle sera jetée en prison. Mais Vera Atkins garde aussi le secret sur sa véritable identité pour une autre raison. Pour les femmes qu'elle envoie en mission, il est crucial que Vera soit britannique. Si les agents dont elle était responsable avaient su qu'elle était d'origine roumaine, elle n'aurait plus eu la confiance requise pour partir en mission. Vera en était consciente. Maurice Buckmaster est un des rares à connaître sa véritable identité. Vera Atkins s'est peut-être abstenue de défendre ses agents en France par crainte que son patron dévoile son secret. Lors de l'été 1943, qui se révèle désastreux pour le SOE, Atkins a besoin plus que jamais de la protection de son chef. Elle introduit une demande pour acquérir la nationalité britannique. Buckmaster soutient sa candidature. Elle n'est donc pas en position pour le défier.
Elle avait besoin de son soutien. Si Buckmaster avait fini par perdre confiance en elle, ou si Vera l'avait agacée au point qu'ils se disent qu'elle avait franchi les bornes, elle aurait perdu son soutien. Et sans Buckmaster, Vera Atkins aurait tout perdu. Sarah Helm pense qu'il y a une raison plus sombre qui explique l'absence de réaction de Vera Atkins. Certaines personnes m'ont raconté que Vera avait d'autres motifs personnels de se taire et de ne pas trop en faire à ce stade. Alors que Vera et sa mère étaient à l'abri en Angleterre, des membres de sa famille étaient en péril en Europe. Son cousin Fritz Rosenberg et son épouse Karen étaient pris au piège en Hongrie. Les discussions que Sarah Helm a eues avec la famille Rosenberg confirment que Vera Atkins a décidé d'intervenir. J'ai recueilli plusieurs témoignages issus de différentes sources selon lesquels Vera aurait entrepris un voyage aux Pays-Bas au tout début de la guerre quand elle a appris que son cousin Fritz Rosenberg était menacé de déportation dans un camp de concentration. Avant de rejoindre le SOE, Vera Atkins a effectué un voyage très périlleux aux Pays-Bas et en Belgique, alors occupés par les Allemands. Il se peut qu'elle ait scellé un accord avec les Allemands pour obtenir la liberté de son cousin. Il paraît que de très grosses sommes d'argent ont été échangées pour obtenir la libération des proches menacés de déportation. Vera a fait ce voyage héroïque à une époque extrêmement dangereuse pour remettre l'argent en main propre. Si les autorités britanniques avaient su que Vera Atkins avait eu des contacts avec les Allemands durant la guerre, elle aurait eu de graves ennuis et ne serait jamais entrée au SOE. D'autres sources prétendent même que Vera Atkins n'aurait pas seulement payé les Allemands avec de l'argent. On pense que la famille de Vera Atkins a accepté de livrer des informations pendant une certaine période à l'ennemi. Il y aurait certains indices à ce sujet. Il est sûr que si le SOE avait découvert que Vera avait des contacts avec le contre-espionnage allemand, elle aurait été accusée de haute trahison. Un employé du SOE ayant accès aux secrets les plus sensibles et qui pouvait donc compromettre une partie des opérations en travaillant pour les Allemands aurait suscité l'abomination au sein du service de renseignement. Si une partie de ces témoignages sont vrais, Vera Atkins a toutes les raisons de ne pas mettre au défi son chef Maurice Buckmaster. Vera devait être en permanence consciente de sa vulnérabilité au sein du SOE. Quelle que soit la raison, Vera Atkins ne réagit pas à l'absence du code de sécurité. Soit elle a mal interprété le message, soit elle ne veut pas remettre en cause son chef, soit elle protège sa véritable identité pour ne pas se compromettre. Vera accepte sans broncher la décision de son chef. Les conséquences vont être catastrophiques. L'absence du code de sécurité indique clairement que ce n'est pas Gilbert Norman qui envoie des messages. C'est un opérateur allemand. Les Allemands jouent au Funkspiel, au jeu radio. Cette opération de contre-espionnage fait des ravages. Les agents allemands utilisent les émetteurs-récepteurs britanniques pour demander au SOE des armes, du matériel et des agents qui tombent directement entre les mains de la Gestapo. Les bourdes commises par la section F, qui pourraient facilement être évitées,
coûtent la vie à des centaines d'agents et de résistants. Et la section F continue d'envoyer des agents en France. En février 1944, ignorant qu'elle communique directement avec le contre-espionnage allemand, Vera Atkins organise l'envoi d'une agent en France. Madeleine Damerment est une jeune femme remarquable. Elle a fui la France en suivant une filière d'évasion pour les prisonniers alliés. Catholique dévouée, Madeleine vivait dans un couvent du Hertfordshire quand elle s'est portée volontaire pour travailler pour le SOE. Madeleine va être parachutée dans le centre de la France. Vera vient lui souhaiter bonne chance. Madeleine sait les risques qu'elle prend, mais on ne lui a pas décrit la situation. Les réseaux de la section F sont infiltrés par les Allemands et leurs radios sont confisquées. Madeleine se pose dans un champ près de Chartres. Le SOE n'aura plus jamais de nouvelles d'elle. Trois mois plus tard, les Alliés préparent le débarquement de Normandie. La section F doit jouer un rôle important. Tous les réseaux de résistants en France lancent une vaste campagne de sabotage. Ils détruisent des lignes de téléphone et des voies ferrées. Ils font sauter des ponts. Ils attaquent des unités allemandes. Yvonne Beisden a été parachutée en France 3 mois auparavant. On lui confie un rôle crucial. Elle participe à l'organisation du plus grand largage de matériel de l'histoire du SOE. On choisissait des sites pour que les avions larguent du matériel en provenance de l'Angleterre ou des États-Unis pour la résistance. Un de nos sites a été choisi pour un largage à grande échelle et en plein jour de matériel et d'armes pour équiper un très grand nombre de résistants. À la fin du mois d'août, la France est libérée. Les Alliés arrivent en triomphe à Paris. Les Français sont libres. Vera Atkins a aussi des raisons de se réjouir. Sa demande de naturalisation britannique a été acceptée. Dès la libération de la capitale française, Atkins se rend à Paris avec son passeport britannique. Elle veut ramener les agents de la section F à la maison. Le point de ralliement des agents de la section F est l'hôtel Cécile, non loin de Montmartre. Atkins est là pour accueillir les agents qui se présentent à la réception. Le jour, elle organise leur rapatriement. La nuit, elle fait la fête dans les bars de Montmartre. Plus les semaines passent, moins les agents réapparaissent. Plus de 100 agents du SOE sont portés disparus, dont 14 femmes travaillant pour Vera Atkins, y compris Yvonne Beisden. 3 semaines plus tard, Vera Atkins retourne à Londres.
En mai 1945, un an après le débarquement de Normandie, Yvonne Beisden revient à Londres. Elle arrive à la gare de Euston. Je suis descendue du train. J'étais entourée par une foule compacte. Je ne savais pas quoi faire. J'ai attendu sur le quai, mais personne ne venait. Je me suis demandé ce que je pouvais bien faire. Soudain, quelqu'un sort de la foule et s'approche d'elle. J'ai entendu « Bonjour Yvonne ». C'était Vera. Je l'ai reconnue tout de suite. Et je lui ai dit « Oh Vera, comment vas-tu? Où est-ce que je vais aller ?» Elle m'a dit qu'elle allait me conduire chez mon père, qui m'attendait non loin de Londres. Je n'arrivais pas à croire que Vera était là. En tout cas, elle était très contente de venir me chercher. Yvonne révèle l'histoire effroyable qu'elle a vécue. 3 mois après son parachutage, Yvonne a été capturée. On a été arrêtés un dimanche. Il faisait beau. On m'a trouvée, on m'a fait sortir et on m'a plaqué au sol. Mais le pire est à venir. Yvonne a passé la dernière année de la guerre dans le camp de concentration de Ravensbrück. Atkins comprend que les agents qui manquent ont sans doute connu le même sort. Quand on lisait les journaux de l'époque, personne ne pouvait imaginer un seul instant qu'un Britannique puisse avoir été envoyé dans un camp de concentration. Ce n'était pas pour nous, et encore moins pour nos agents. L'idée qu'une femme agent ait pu être envoyée dans un camp de concentration semblait inconcevable. D'autres détails noircissent le tableau pour Vera Atkins. Le fait de ne pas réagir à l'absence des codes de sécurité dans les messages a eu de lourdes conséquences. Les responsables de la section F se sont rendus compte qu'ils avaient envoyé des agents dans la gueule de l'ennemi. Les femmes de Vera ne partaient pas pour une mission dangereuse très risquée, elles tombaient directement entre les mains de la Gestapo. Vera leur souhaitait bonne chance, mais elles n'avaient aucune chance d'échapper à ce sort funeste, et ce sont leurs propres chefs qui les envoyaient dans ce piège mortel. Confrontée à cette dure réalité, Vera Atkins s'impose une mission incroyable. En décembre 1945, elle se rend seule en Allemagne, qui est alors en ruine. Elle veut savoir ce qui est arrivé aux agents et à ses filles du SOE. Cette mission va lui valoir une certaine renommée. Elle sera récompensée pour son dévouement et son sens du devoir. Mais cette expédition cache-t-elle autre chose? Si Vera a volontairement couvert les erreurs de son chef et délibérément envoyé des agents à une mort certaine, se peut-il qu'elle cherche à se racheter? Quels que soient ses motifs, la tâche se révèle très rude. L'Allemagne est alors submergée de millions de personnes déplacées et de réfugiés. Le gouvernement britannique n'a jamais reconnu avoir envoyé des agents féminins en territoire ennemi. Les filles de Vera Atkins n'apparaissent pas sur les listes des personnes disparues. Petit à petit, elles retrouvent néanmoins leurs traces.
La dernière fois qu'elle a vu Madeleine Damerment, c'était dans un aérodrome du Sussex. Elle fait partie de la dizaine d'agents parachutés après l'effondrement du réseau Prosper en 1943. Vera Atkins découvre ce qui lui est arrivé. La radio qui avait sollicité sa venue se trouvait entre les mains des Allemands. Dès qu'elle s'est posée en France, elle a été cueillie par la Gestapo. Elle a été conduite au QG de la Gestapo à Paris où elle est restée 3 mois. Elle a été interrogée par Hans-Josef Kiefer, le commandant de la Gestapo. Vera Atkins retrace son périple de détenue. Madeleine a été envoyée dans une prison pour femmes, à Karlsruhe. Puis, elle a été transférée au camp de concentration de Dachau. Les troupes américaines ont libéré Dachau en avril 1945. Les scènes d'horreur qu'ils ont découvertes ont glacé le monde entier. Les Américains ont libéré 33 000 détenus. Mais ils sont arrivés trop tard pour Madeleine. C'est ici que son histoire s'est achevée. Le 13 septembre 1944, à l'aube, Madeleine a été conduite dans la cour du camp. On l'a fait mettre à genoux et on lui a tiré une balle dans la nuque. Vera Atkins plonge dans un véritable cauchemar. Elle est venue en Allemagne dans l'espoir de retrouver quelques filles vivantes. Or, elle réalise qu'elles ont probablement toutes été assassinées. Elle essaie de retrouver la trace des autres femmes du SOE, dont celles qui ont travaillé pour le réseau Prosper. Ce réseau a été si bien infiltré par les Allemands qu'il y a peu de chances qu'elles aient échappé à la mort. L'une après l'autre, elles ont été repérées et capturées. Elles ont toutes été interrogées au QG de la Gestapo avant d'être envoyées en prison. Mais Vera découvre pire encore. Plusieurs de ses filles ont été envoyées au camp de concentration de Natzweiler en Alsace. Natzweiler était un lieu isolé, idéal pour l'opération nazie Nuit et brouillard, destinée à effacer toute trace des prisonniers politiques les plus sensibles. Vera Atkins tente de retrouver tous les indices qui lui permettent de découvrir le sort réservé aux détenus de ce camp. Le 6 juillet 1944, André Borel, Vera Lee et Diana Rowden, 3 agents de Vera Atkins, ont reçu une piqûre présentée comme un vaccin contre le typhus. La seringue contenait en réalité du phénol, une substance toxique destinée à les tuer. Les cadavres des femmes ont ensuite été transportés au four crématoire où ils ont été brûlés. Mais Atkins apprend une chose plus atroce encore.
Elle a tout appris dans les moindres détails. Les cadavres étaient déshabillés avant d'être poussés dans le feu. Franz Berg, un des gardes du camp, a assisté à la mort des 3 filles de Vera Atkins. Il lui apprend qu'une des femmes n'a pas succombé à la piqûre de phénol. Un des gardes du camp qui travaillait au four crématoire a raconté qu'elle avait griffé le visage d'un des Allemands et qu'elle hurlait au moment où on la poussait dans les flammes. Voilà ce que Vera Atkins a appris. Il se peut que toutes les filles de Vera aient été brûlées vivantes. En janvier 1947, Vera Atkins connaît le sort de tous les agents de la section F qui ont été capturés par les Allemands, sauf un. 117 hommes et femmes ont été assassinés par les nazis. Dont 11 femmes travaillant pour Vera Atkins. Atkins témoigne contre 2 criminels de guerre durant leur procès organisé par les Alliés. Grâce aux preuves qu'elle produit, ces 2 hommes qui ont participé au meurtre de ses agents sont condamnés à mort et exécutés. Le dossier des agents portés disparus est fermé. Le SOE est dissous en janvier 1946. Les dossiers de la section F sont classés secret défense. Boris Buckmaster retrouve un emploi prestigieux chez Ford. Vera Atkins retourne à la vie civile en tant que citoyenne britannique, auréolée d'une certaine gloire. Mais Atkins ne parvient pas à oublier le SOE. Dans les années qui suivent la guerre, elle défend vigoureusement le bilan de sa mission. Elle est devenue une sorte de porte-parole pour le SOE. Elle est devenue l'intermédiaire pour toutes les familles sollicitant des informations sur le sort d'un proche porté disparu, un fils, une fille, un père. Ils allaient voir Vera Atkins. Et elle répondait aussi aux lettres. Elle suivait l'évolution de leur dossier. Vera Atkins ne reconnaîtra jamais que les choses ont mal tourné à la section F. Elle restera toute sa vie très secrète. Elle savait que le sort de ses filles la hanterait toute sa vie. La seule façon pour elle de supporter cette souffrance était de faire preuve d'une grande maîtrise de soi, tant sur le plan émotif que cérébral. On ne saura sans doute jamais pourquoi Vera Atkins n'a pas réagi quand le réseau Prosper a été détruit par les Allemands en 1943. Peut-être n'a-t-elle pas bien jaugé le danger de la situation. Peut-être avait-elle vraiment quelque chose à cacher. Il se peut aussi qu'elle ne fût pas en mesure de réagir. Mais il ne fait aucun doute que Vera Atkins se sentait coupable du sort de ses filles. Elle était responsable de mon départ pour la France et du fait qu'on m'ait envoyé à Ravensbrück. Elle était indirectement responsable et elle le savait très bien. Elle est responsable du sort de tous les agents de son service. C'était une culpabilité inouïe. L'ombre du désastre de la section F poursuivra Vera Atkins jusqu'à sa mort. Je me souviens de toutes mes filles.
André Borel, Diana Rawdon, Cicely Lefort, Noé Nayad Khan, Violette Szabo.